c'est à la fois persévérer, mais justement, c'est pas un durcissement volontariste, mais c'est une voie de se libérer millimètre par millimètre. Et la neuroplasticité, je connais rien, mais c'est l'idée que rien n'est à jamais écrit. Il n'y a pas un fatalisme du mal. Pour certains, c'est beaucoup plus compliqué que d'autres, mais il n'y a pas une loi d'airain qui planerait sur notre destin. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et grâce à l'autre aussi, parce qu'on n'a pas les pleins pouvoirs, justement, des réseaux sociaux au sens premier du terme. Ça nous arrache à l'emprise de certains déterminismes. Et pour revenir sur cette définition de l'effort joyeux, ce n'est pas juste une de nos inventions. La définition même de la diligence, de la persévérance et de l'effort, qui est une vertu cardinale dans la pratique du bouddhisme, c'est la joie vers la vertu, donc la joie en forme d'effort. Parce que si on a du chemin à faire, et ce n'est pas toujours facile, mais si on n'a pas un enthousiasme joyeux, par exemple quand on fait une grande marche en montagne, et c'est dès que ça monte un peu trop ou qu'il pleut, on est découragé et on ne va pas au sommet de la montagne, où on découvre un paysage somptueux au bord d'un lac, etc. Si on n'a pas cette joie à chaque pas, on n'ira nulle part. Et l'autre importance dans l'effort, c'est effectivement cette notion de neuroplasticité si bien développée par le professeur Jolien, à savoir que il y a encore 30 ans, on pensait que le cerveau, une fois à l'âge adulte, ça ne bougeait plus parce que c'était trop complexe, et maintenant, c'est une des grandes découvertes. C'est une découverte réconfortante, effectivement, parce que tous les changements que nous obtenons par nos efforts, entre autres, ils ne sont pas immatériels, ils s'inscrivent dans une réalité cérébrale, et plus nous pratiquons par exemple un comportement, plus les voies cérébrales qui facilitent ce comportement sont activées. C'est comme une route que vous élargissez sans cesse. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, comme le disait Alexandre, qu'on peut tout réécrire. Même si on a eu une histoire douloureuse, il est possible de la réécrire, mais c'est pas simple. Il ne suffit pas de prendre conscience que notre passé a été douloureux, mais il faut s'atteler au boulot, de reconstruire une nouvelle façon de fonctionner. Ça, c'est un point extrêmement important. Mais l'autre point important de la neuroplasticité, c'est que malheureusement, elle peut aussi obéir à nos mauvaises habitudes. C'est-à-dire que plus je râle, plus je rouspète, plus je m'inquiète, plus j'agresse les autres, plus je muscle ces capacités à râler, à rouspéter, à m'inquiéter, à agresser les autres, et plus je transforme mon cerveau, je continue de le transformer. Donc la neuroplasticité, elle est en rapport avec cette notion de liberté intérieure. J'ai la liberté d'amener mon esprit, et par derrière lui mon cerveau, là où je souhaite, vers des comportements qui me semblent adaptés, mais j'ai aussi malheureusement la liberté qui m'est laissée de faire n'importe quoi, de continuer, de faire tourner, de muscler mes comportements inadaptés. Donc attention, la neuroplasticité, c'est une bonne nouvelle en théorie, à condition que j'accomplisse ces efforts joyeux dont parlent mes deux amis. Et dans la dépendance, c'est un exemple très précis d'une neuroplasticité qui va dans le sens de davantage de souffrance. Parce qu'on sait que, ça c'est des travaux en neurosciences passionnants, qu'il y a deux réseaux différents dans le cerveau pour aimer quelque chose, désirer quelque chose de plaisant, apprécier quelque chose plutôt, et ensuite vouloir cette chose qui est plaisante au départ. Et donc comme c'est deux processus différents, à force, par exemple, je ne sais pas, de jouir d'une substance quelconque qui vous apporte dans le présent une sensation plaisante ou euphorisante, et un plaisir qui est changeant, parce que le plaisir est labile, il ne dure pas, il devient neutre, et puis parfois le contraire, déplaisant. Par contre, le réseau que vous construisez peu à peu en prenant régulièrement une substance quelconque ou même une dépendance affective, celui de vouloir encore et encore cette chose est beaucoup plus stable. Ce qui fait qu'à un moment donné,
vous cessez d'éprouver de la satisfaction dans certains comportements ou la consommation de certaines substances, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de les vouloir. Donc là, c'est une neuroplasticité qui vous a rendu esclave d'un désir qui vous procure, en fait, qui se traduit par des tourments et non plus par une satisfaction. La méditation, c'est effectivement une neuroplasticité, mais qui est guidée intelligemment au fil d'une expérience acquise, dans le cas du bouddhisme, plusieurs millénaires, mais dans la psychologie contemporaine, c'est aussi d'interventions mêlées à des études scientifiques, qui montrent que de la même façon que pensée après pensée, émotion après émotion, certaines tendances, certains traits de caractère peuvent se renforcer, qu'on peut pensée après pensée, émotion après émotion, moment après moment, essayer aussi d'inverser ces tendances ou de les dissoudre. Donc méditation, d'après les mots en sanskrit, ça veut vraiment dire cultiver une capacité à son point optimal ou se familiariser avec une nouvelle manière d'être. Donc je pense que ça rejoint bien la façon dont la méditation est utilisée sur un point thérapeutique aujourd'hui. Oui, oui, oui. Ben, la méditation, une façon simple de la décrire, de la résumer, c'est de dire, c'est toi qui m'as appris pour la première fois cette formule, Mathieu, c'est un entraînement de l'esprit. Lorsqu'on médite, on s'entraîne à observer le fonctionnement de son esprit et de toute sa personne. On s'entraîne à observer dans quel état du corps nous nous trouvons, comment nous réagissons à ce qui nous est demandé de l'extérieur, aux sollicitations extérieures, quel type de pensée, quel type d'impulsion nous sommes en train d'héberger, vers quoi ça nous conduit. Et c'est donc un exercice de lucidité parce que c'est à cet instant que se joue ma liberté. C'est à l'instant où je prends conscience de ce qui m'habite et de ce vers quoi je vais que je peux choisir d'y aller ou non. Et effectivement, dans les dépendances, par exemple, il y a une certaine forme d'aveuglement à soi-même, c'est-à-dire qu'il y a un court-circuit entre l'envie qui nous vient de l'extérieur, la rencontre avec un produit ou une personne, dans le cas de dépendance affective, et l'impulsion à se rapprocher de l'objet de notre dépendance. Et si on arrive à interposer, mais pas seulement une fois, très régulièrement notre conscience, notre présence entre cette impulsion et ce qui l'a déclenché, eh bien, nous commençons à pouvoir nous rapprocher de la sortie. Mais évidemment, c'est un grand chantier. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit un petit peu joyeux, sinon on ne le conduira pas jusqu'au bout. Pour moi, la méditation, c'est retour au bercail, c'est-à-dire revenir au fond du fond quand on est happé par les sirènes des apparences. Et alors, il y a plein d'injonctions contradictoires en disant relaxons-nous, paradoxalement, ça nous tend. Pour moi, méditer, c'est retrouver un certain naturel, sans pourquoi. Il y a une phrase que je médite ces temps, c'est de Tilopa. Tilopa. Alors, c'est un peu paradoxal, mais j'adore. Il dit ne pas penser, ne pas réfléchir, ne pas méditer, ne pas analyser, mais laisser l'esprit tel qu'il est. Paradoxalement, pour moi, c'est ça la méditation. Et j'ai vraiment eu l'impression de retrouver une légèreté qui était perdue à cause des traumatismes de la vie, à cause de cette avidité. Et la grande leçon, c'est que l'esprit est déjà calme.